Samedi 10 février 2024, bonjour ou bonsoir à vous tous et merci d'être avec nous dans le monde en 7. Au menu de l'émission de ce jour, on parlera de la Côte d'Ivoire avec un petit bilan de la CAN 2023 qui va s'achever définitivement demain dimanche. Est-ce une réussite? Nous parlerons ensuite du Sénégal. On le sait, le pays connaît une situation difficile depuis que le président Macky Sall a pris un décret repoussant la date de l'élection présidentielle. Est-ce que la CEDEAO doit prendre ses responsabilités? Nous parlerons également du Bénin, le président Patrice Talon qui se désolidarise des rumeurs de révision constitutionnelle. Et au Togo, eh bien, les élections législatives et régionales, la date est connue, la répartition des sièges par circonscription également. Pour faire ce débat, deux invités sont avec moi sur le plateau. Dominique Lacmont, il est le secrétaire général du mouvement Foi à la force du Togo. Bonsoir Dominique. Bonsoir Samuel, bonsoir chers amis invités ici. C'est l'occasion pour moi encore de se retrouver pour la première fois en cette année 2024. Donc recevez tous mes meilleurs voeux de santé, de prospérité à vous et vos familles respectives. Également les meilleurs voeux à New World TV. Ouais. Et que cette chaîne continue par progresser. Et également à meilleure santé à ses dirigeants, surtout le PDG de cette chaîne. Merci beaucoup. Face à vous, Louis Kamako, il est le rédacteur en chef du journal en ligne Togo Breaking News. Bonsoir Louis Kamako. Bonsoir chers confrères, bonsoir à tous les téléspectateurs et téléspectatrices de la télévision du Monde Nouveau. Bonsoir à tous ceux qui nous suivent depuis longtemps, en l'occurrence le petit Angel Goodluck et sa grand-maman. Bonsoir à tout le Togo. Merci à vous deux d'être notre invité dans cette émission. Nous allons parler de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Demain, dimanche, on va assister à la finale, la grande finale de la Coupe d'Afrique des Nations entre la Côte d'Ivoire et le Nigeria. Ce sont les deux nations qui ont réussi à se hisser donc à cette phase en finale de la CAN 2023. Pour la Côte d'Ivoire, ce n'était pas gagné d'avance, on le sait. Elle était presque éliminée du premier tour de sa propre Coupe d'Afrique des Nations. Mais grâce au Maroc, elle a réussi à se qualifier pour les huitièmes de finale. Et puis le reste est venu. Il y a eu un sursaut d'orgueil de la part des éléphants de Côte d'Ivoire, les Super Eagles. Les choses ont été plus logiques pour eux. Les deux nations se retrouvent demain. Mais on parle d'abord, Louis Kamako, de l'organisation CAN Côte d'Ivoire 2023. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, parce qu'on peut faire un bilan, que ça a été, en termes d'organisation, une réussite? Oui, je pense que les choses sont à prendre à deux niveaux parce que les choses ont commencé en crescendo là-bas, en quelque sorte parce qu'au début il y avait un problème de la billetterie. Le comité d'organisation de la CAF a décidé que les matchs se jouent à guichet fermé et sans oublier que nous sommes en Afrique et que cette culture n'est pas encore ancrée dans les cultures africaines parce que de par la suite on a constaté que les billets n'étaient pas disponibles, aggravés par des pépins techniques causés par les machines parce que on avait des difficultés justement à retrouver les tickets vendus et que les gens étaient obligés de retourner à la maison avant de se procurer d'autres tickets pour suivre les matchs. Donc à côté, on a eu écho des difficultés que les confrères ont eu également à accéder au terrain de foot parce que pour aller au terrain, il faut certainement qu'un bus soit mis à leur disposition. Et donc au début, on a eu tellement de difficultés à ce niveau-là et avec par moment aussi des supporters qui ne respectaient pas en quelque sorte en fait les consignes données par le comité d'organisation. Donc tout cela a failli à un moment donné fait basculer les choses, mais heureusement que les autorités ivoiriennes ont rapidement saisi la balle au bon bout. Elles ont rapidement réagi au problème de la billetterie. On a converti les choses, on a fait les choses à l'africaine. Les tickets sont désormais disponibles à tout le monde. Et donc rapidement, je pense que ce problème-là a été résolu. C'est pour cela que vous allez constater que depuis le début de cette CAN jusqu'à ce jour,
vous allez voir qu'il y a une affluence monstre dans les tribunes. C'est la fête, effectivement, là-bas à Abidjan. Et donc, je pense que côté organisation, les difficultés ont pu être... en fait, les problèmes liés à l'organisation ont pu rapidement trouver des solutions. Maintenant, quand vous voyez même la CAN, même dans son ensemble, tout à l'heure, vous parlez de l'équipe de la Côte d'Ivoire, mais avant d'en arriver là, je voulais peut-être faire un petit clin d'œil en fait à l'arbitrage, parce que aussi ça, quand on parle de la réussite, quand on parle de cette compétition là, il y a aussi l'arbitrage, il y a aussi les joueurs, il y a aussi les supporters. Maintenant, quand vous voyez l'arbitrage, je pense que a été bon dans son ensemble, et c'est la 34e édition. Je pense que c'est la première fois où je vois où l'arbitrage d'une compétition continentale n'est pas aussi décrié que ça. C'est vrai que les gens me diront qu'avec l'assistance de la VAR, vidéo assistance et tout, et ça a contribué, mais au-delà, j'ai trouvé que les décisions arbitrales ont été impartiales à tous les niveaux, si ce n'est que bon, c'est vrai que c'est un épiphénomène, parce que j'ai suivi à peu près le match Sénégal-Côte d'Ivoire, où l'arbitre gabonais, M. Atou, a été critiqué par endroits sur certaines décisions. C'est vrai que je ne m'y connais pas trop en arbitrage, mais je suis passionné de la Premier League, donc quand je vois comment est-ce que les matchs s'arbitrent, donc j'ai aussi mon point de vue sur son arbitrage. Je pense que c'est peut-être à ce niveau-là que on peut peut-être déplorer quelques erreurs, mais je pense qu'au-delà de tout, le bilan dans sa globalité, il est satisfaisant en fait. Dominique Lacmont, est-ce que côté organisation, vous direz également que la Côte d'Ivoire finalement a réussi sa CAN en termes d'organisation? Oui, comme il a dit, monsieur lui, on peut dire oui, le bilan est satisfaisant, par, comme il a cité tout de suite, les quelques couacs de la billetterie. Je ne vais pas revenir là-dessus. Vous voyez, jusqu'à présent, il n'y a même pas d'incident majeur qui entache cette CAN. Donc on peut toutefois dire que la Côte d'Ivoire est en train de réussir, même s'il reste quelques matchs pour la fin. La Côte d'Ivoire est en train de réussir sa CAN, et ça soit sur... vous savez, quand nous sommes dans un contexte sécuritaire où les gens pensaient... il fallait aussi penser aux attaques terroristes. Et la Côte d'Ivoire est menacée. C'est un pays frontalier avec les pays du Sahel où le contexte sécuritaire est menaçant. Et on s'entendait pour voir si la Côte d'Ivoire qui est décriée, est-ce qu'ils vont réussir à vraiment organiser cette CAN dans ce contexte-là. Et jusqu'à présent, si tout va bien, c'est vraiment à saluer les autorités ivoiriennes pour ces mesures prises pour pouvoir vraiment que cette CAN se déroule dans toute quiétude, en toute sécurité. Ça, ce volet sécurité, c'est... Même si on me disait, c'est vrai, on me disait d'assister à la CAN, là, je doutais fort d'aller assister, parce que vu le contexte, ça ne me rassurait pas totalement. Nous n'oublions pas aussi que à Abidjan, l'attaque de 2000, combien à Grand Bassam, 2016, 2016 je pense, et depuis là, ça a créé quand même quelque chose dans la tête que à tout moment, les gens peuvent revenir avec des mauvaises intentions et surtout profiter de cette CAN pour s'aimer du désordre. Mais la Côte d'Ivoire est en train de démontrer que son système sécuritaire est bien en place et qu'elle peut tout organiser, quel que soit l'événement. Donc ça, c'est un autre actif. Maintenant, le volet sportif, qu'est-ce qu'on peut retenir et c'est bien de retrouver tout le monde, toutes les équipes qui se valent. Je ne sais pas si je peux rentrer. Oui, on va revenir à ça, mais moi, dans le truc, sinon en termes d'organisation, à part ce que je voulais ajouter, tout ce que l'autre a décidé, le volet sécuritaire, ça a été vraiment bien maintenu. Et voilà, et c'est différent. Pour cela. Maintenant, si on en vient, côté prestation des équipes, on a assisté à beaucoup de matchs jusque-là, il n'en reste que deux, le match pour la 3e place et la grande finale qui va se jouer, comme je le disais, ce dimanche. Est-ce que côté prestation, quand on regarde les 24 équipes qui ont participé à cette CAN, on peut se dire que le football africain a un niveau beaucoup plus avancé qu'il y a 5 ans, 10 ans?
Non, mais je pense que beaucoup de gens l'ont dit, et tout au début de cette CAN, on l'a dit, je le disais ici, que c'est la CAN de toutes les surprises. Et un entraîneur, je crois que c'est l'entraîneur congolais, monsieur Dessab, qui disait que c'est la CAN du travail. Ça veut dire que toutes les équipes qui ont été qualifiées ont fait un travail énorme, en fait. Et vous l'avez vu dans la qualité du jeu produit. On a vu un football attrayant, on a vu des acteurs très déterminés, en fait. C'est-à-dire que toutes les équipes qui ont perdu méritaient, en fait, de gagner quelque chose. Quand vous voyez même la qualification miraculeuse de la Côte d'Ivoire, je pense qu'on va en revenir certainement. Quand vous voyez une équipe de Cap-Verdienne, en fait, à qui sur qui beaucoup de gens n'ont pas misé, mais qui a fait énormément de prouesses, je pense que, comme je le disais, toutes les 24 équipes méritent en fait d'aller en finale. Et c'est aussi ça. Donc, parce que arrivé un moment, je me dis que le football a quitté l'Europe en fait pour élire domicile en Afrique. Et donc, je pense que aujourd'hui, toutes les fédérations ont compris qu'il n'y a pas de magie en fait, qu'il n'y a que le travail qui paye. Et on a vu que tous se sont sérieusement mis en fait dans la bataille et ils ont produit un football qui aujourd'hui va rester dans l'annale. Et tout cela, je pense que c'est à mettre à l'actif des Ivoiriens parce qu'en football, il y a ce qu'on appelle le 11e, en fait, le 12e en fait. Le 12e homme, c'est-à-dire le public ivoirien qui a massivement fait le déplacement pour soutenir, en fait, pour supporter toutes les équipes. Et ça ne devait pas étonner parce que quand on sait que Abidjan, c'est une capitale d'ambiance, c'est une capitale de joie, c'est une capitale de gaieté. Et tout ça s'est traduit, en fait, sur le terrain. Et donc, bravo à tous les techniciens, bravo à tous les joueurs, surtout aux techniciens parce que quand vous voyez sur les 24 équipes, je pense que plus de 60% des techniciens sont africains. C'est aussi ça, on l'a dit qu'il faut toujours consommer local, qu'on a eu des anciens gloires du football et qu'à un moment donné, il faut s'appuyer sur eux pour en fait à redonner vie à nos équipes nationales. Parce que quand vous prenez les expatriés, quand vous prenez les occidentaux, c'est des gens qui en grande partie ne restent pas sur le sol et ils ne connaissent pas les joueurs. Parce qu'ils ne vont pas suivre les championnats pour pouvoir détecter en fait les talents qu'il faut. On a des entraîneurs locaux qui sont sur le terrain, qui font un travail de fourmi et après ils nous ont fait sortir des équipes formidables. Donc je pense que cette CAN-là va certainement rester dans la dernière, mais je pense qu'on va aller peut-être de mieux en mieux. Ça veut dire que la 35e édition sera encore plus agréable en fait. Dominique Lacmont, le niveau de prestation, il était bon selon vous. Est-ce que les deux équipes qu'on voit, en tout cas même si je prends le 4, le 4 carré, est-ce que les 4 équipes là pour vous c'était les équipes qui méritaient réellement d'être à ce niveau? Ah oui, bien sûr. Comme il a dit monsieur lui, mais il y a dans cette CAN, ce que nous remarquons, tout le monde était allé avec l'ambition de gagner la CAN. Vous voyez quand c'est dans ce dernier carré, les équipes qui se retrouvent, avec la RDC qui n'était pas là presque 2 CAN, je pense, et puis les huitièmes de finale avec le Cap-Vert, l'Angola et tous ces petits pays que les gens qualifient entre-temps de petites équipes. Aujourd'hui, il n'y a pas de petites équipes en Afrique. Ouais. Donc, les grands sont tombés. Vous voyez l'Algérie, l'Égypte, le Ghana. Le Sénégal, et donc, il y a vu que quand au début, ça a dit que sur papier, on pensait qu'il y avait des favoris, mais la CAN nous a montré des surprises qu'il n'y a plus de favoris. Donc, le football maintenant, c'est à tous les niveaux, dans toutes les équipes s'équivalent. Donc, c'est après les 90 minutes qu'il faut s'assurer si on est prêt, on a eu quelque chose pour pouvoir avancer ou pas. Vous allez voir la Côte d'Ivoire qui est arrivée miraculeusement, qui était à porte de sortie aujourd'hui. Mais Côte d'Ivoire est en train de prendre, ils ont corrigé leur tactique, ils sont en train de produire un football au-delà des attentes et si on ne sait pas faire, mais c'est la Côte d'Ivoire qui risque de prendre la CAN parce que avec le jeu et les tactiques actuellement qui a été mise en place à part le départ de notre entraîneur, c'est là-bas je voudrais revenir que vous avez vu, c'était un expatrié qui a conduit l'équipe des éliminatoires, c'est-à-dire dans les matchs de poule jusqu'à après la phase éliminatoire, mais c'était catastrophique. Il fallait qu'on fasse confiance à un local aujourd'hui. Il a changé de tactique, il a fait ressortir certains cadres
pour mettre en jeu. Aujourd'hui, vous voyez comment la Côte d'Ivoire est en train d'évoluer. Donc, c'est pour dire aussi que nous devons consommer également localement nos ressources humaines, que ce soit toutes nos ressources, pour pouvoir produire de la qualité. Donc, ça démontre que avec l'arrivée de, je ne sais pas comment il s'appelle, dans la Côte d'Ivoire, mais prêt à garder la CAN. Mais bon, le Nigeria, c'est vrai, produit également le jeu qui n'est pas comme le Nigeria d'autant. Hein. Si c'était le Nigeria d'autant, là, le Nigeria ne me rassure pas. Je ne suis pas en train de faire une pronostic sur les jeux, mais vu le jeu que le Nigeria a produit jusqu'à aujourd'hui, tellement qu'il montre trop de risques et de défaillances qui peut aller à l'avantage de la Côte d'Ivoire. Donc, en bref, toutes les équipes qui ont participé à cette compétition, mais chacun méritait d'arriver en finale. Voilà, il suffit d'une petite erreur. Ceux qui ont été éliminés, c'est sur des petites erreurs ou des petits détails. Voilà, si vous avez vu l'élimination du Ghana en 3 minutes qui était à 2-0 et presque à la fin de les 90 minutes que dans les temps additionnels on puisse éliminer le Ghana pour ces 2 buts. Je ne sais pas c'est quelle piste, comme c'est l'Angola, je pense, qui élimine le Ghana dans les temps additionnels, c'est que toutes les équipes qui sont allées là, c'était pour remporter la victoire. La victoire. On dit quelques mots sur la Côte d'Ivoire. C'est sa CAN. Il y avait de l'inquiétude déjà quand la Côte d'Ivoire était menacée de quitter la compétition en phase de poule. Le Maroc a fait repêcher ce pays. Elle a battu le Sénégal, vous l'avez évoqué tantôt. Il y a eu quelques soupçons de favoritisme finalement, parce qu'il y a eu des arbitres qui ont été sanctionnés et tout. Est-ce que par rapport au jeu de la Côte d'Ivoire, elle méritait d'être là ou simplement c'est sa CAN et il faut que la billetterie puisse bien fonctionner? Non, je pense qu'en football, il y a aussi parfois la chance qui joue. C'est pourquoi, quand vous suivez les commentateurs, il y a eu des moments où ils disent que les dieux de football ne sont pas avec cette équipe. Ça veut dire que quelque part, vous pouvez produire de bons jeux, mais vous allez rater en fait des occasions immanquables en fait. C'est arrivé aux gens parce que quand vous voyez le match Côte d'Ivoire, Sénégal, je pense que c'est un match de référence dans cette CAN-là, ou bien pour cette CAN. C'est vrai que bien avant cela, moi je faisais partie de ceux-là qui disaient que la fête de la Côte d'Ivoire va gagner le Sénégal et va filer en finale. Maintenant, est-ce qu'elle va remporter la finale demain ou pas? Ça, je ne sais pas. Mais je savais, et ceux qui, beaucoup peuvent le témoigner, parce que je l'ai dit à plusieurs reprises que c'est cette façon pour la Côte d'Ivoire de se qualifier est un miracle en fait. Et quand Dieu produit un miracle, ça veut dire qu'il y a un plan pour vous. Et aujourd'hui, ça se confirme. C'est pourquoi ailleurs aussi, je disais que la CAN, là, elle est trop spirituelle. Voilà. Donc, maintenant, sur le favoritisme, je crois que, à part le match Côte d'Ivoire-Sénégal, où que je le disais tout à l'heure, où l'arbitre a été sanctionné parce qu'il y avait des fautes flagrantes en fait, que l'arbitre a laissé passer, notamment d'abord le carton rouge sur Sadio Mané, parce qu'il avait fait un tacle non maîtrisé. Et dans les grands championnats, je pense que pas seulement dans les grands championnats, mais même pendant cette compétition-là, on a vu des joueurs qui ont écopé de carton rouge sur cette action-là. Donc Sadio Mané devait normalement écoper d'un carton rouge. Et puis par la suite, il y avait une action litigieuse en fait sur, je crois que c'est Diallo, quelque part dans la zone de vérité, qui méritait un penalty qui n'a pas été sifflé. Donc les gens disaient que c'est un sifflet de compensation. Parce que le carton rouge de Sadio Mané ne lui a pas été donné, car Sadio n'a pas écopé de carton. Donc l'arbitre dit, mais il faut à un moment donné équilibrer les choses. Maintenant, par la suite, quand vous voyez le penalty sifflé contre Edouard Mendy sur, je crois, Nicolas Pepe, je pense qu'on peut fermer, on peut laisser passer. Et parce que quelque part aussi, je crois qu'il y a un attaquant ivoirien qui était en position illicite. Ça veut dire qu'il était en hors-jeu. Et que si le check-in était réellement fait, c'est la position illicite du joueur qu'on devait citer. La preuve, la première décision de l'arbitre, c'était l'hors-jeu. Et quand Nicolas Pepe revendiquait, il lui a brandi un carton. Ou bien, je vois qu'il a donné un carton jaune en fait à un joueur ivoirien pour protestation. Donc ça veut dire que c'était pour moi la décision
correcte qui a été prise au départ. Donc je pense que tout cela a fait basculer les choses, tout cela a fauché les données. On est allé au tir au but, la Côte d'Ivoire est soutenue par son public. Avec toute la pression, le Sénégal l'a perdu malheureusement. Maintenant, quand vous voyez le match Côte d'Ivoire-Mali, je pense qu'il n'y a pas tellement de ratés. Et ce qui m'a tellement émerveillé, c'est le fair play fait, du capitaine congolais Mbemba. Je crois Chancel Mbemba qui disait tout simplement hier qu'il n'y a pas eu de tricherie, que la meilleure équipe a gagné. Donc la meilleure équipe, c'était la Côte d'Ivoire parce que la demi-finale, la RD Congo l'a joué contre la Côte d'Ivoire. Et donc le capitaine congolais trouvait que c'est la Côte d'Ivoire qui était meilleure sur le terrain et elle a gagné. Maintenant, peut-être revenir en arrêt. Moi, ce qui m'a le plus émerveillé, c'est le fait qui a prévalu tout au long de cette compétition. Parce que Mali, Côte d'Ivoire, des gens ont imaginé des intercelles, en fait. Des gens ont imaginé du chaos compte tenu des antécédents sur le plan politique qui existent entre les deux pays. Mais malheureusement, sur le terrain, les joueurs nous ont prouvé qu'avec le football est fédérateur et que le football ne doit pas désunir les gens, que ce qui se fait en politique ne doit pas être ramené sur un terrain de football. Et là, je pense que chapeau à tous nos joueurs. Mais finalement, on va assister à la finale entre le Nigeria et la Côte d'Ivoire, que le meilleur gagne, c'est ce qu'on peut dire. Mais si aujourd'hui on doit faire une conclusion, est-ce qu'au sortir de cette CAN, on peut dire que voici les grandes nations de football, elles ont confirmé leur rang, c'est des pays sur lesquels on peut compter si on était par exemple à une phase finale d'un mondial? Non, je ne crois pas, parce que si on les dit ça, c'est comme tous ceux qui sont éliminés n'ont pas mérité, hein. Comme l'a dit, mais... oui, mais vous savez que sur tous les continents, on connaît les grandes nations. Quand on va en Europe, il y a la France, il y a l'Angleterre, il y a l'Italie, il y a le Portugal, c'est de grandes nations de football, on ne remet pas ça en cause. Aujourd'hui, on ne peut plus parler de football. Pourquoi je ne veux pas épouser votre idée? Parce que actuellement, dans ces derniers temps, on ne peut pas parler de grandes nations de football. C'est dans le passé. Parce qu'actuellement, toutes les équipes ont démontré leur talent, leur capacité de vouloir gagner. Quand on parle de deux équipes, c'est vrai. Entre-temps, la Côte d'Ivoire, quand on parle de Didier Drogba, de tout ça, on savait qu'au cours d'une CAN, pour trouver dans les derniers carrés, c'est le Nigeria, c'est la Côte d'Ivoire, c'est le Cameroun, c'est le Sénégal. Aujourd'hui, les choses ont changé tellement qu'on a besoin, et les choses ont changé que toutes les équipes se forcent, et tout le monde toutes ces équipes ont démontré leur talent qu'ils peuvent remporter. Difficilement, vous avez vu l'équipe qui a éliminé l'Égypte. L'Égypte qui a remporté 5 fois cette CAN. C'était à la dernière minute, c'est le Cap-Vert, j'espère, non? C'est le Cap-Vert, là, oui, je pense que c'est le Cap-Vert qui aurait éliminé l'Égypte, qui n'a pas permis à l'Égypte, c'était 2-1. À la dernière minute, l'Égypte perdait 2-1 et s'est fait éliminer. C'est-à-dire alors que tous les panoplies de journalistes donnaient favoris à l'Égypte. Est-ce qu'aujourd'hui, après cette CAN-là, on peut dire que est-ce que ceux qui sont arrivés en finale se méritent vraiment, ou bien c'est vrai que la chanson a été de leur côté, mais ne peut pas confirmer qu'ils ont vraiment ce mérite d'arriver en finale. On a parlé tout de suite de la Côte d'Ivoire qui, miraculeusement, a été sauvée par la victoire du Maroc. On s'est dit comme s'il y a quelqu'un qui a dit sur un réseau social que la Côte d'Ivoire était sorcier et le Maroc est allé sauver un sorcier. Et dans la tradition, quand tu sauves un sorcier qui est en train de faire du mal, donc, c'est-à-dire que le mal là te revient. Donc le Maroc qui gagne pour sauver la Côte d'Ivoire. Après, à la suite, c'est le Maroc qui s'est fait éliminer. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est en finale. Donc c'est pour dire qu'en fait, en réalité, ce n'était pas le mérite, le meilleur qui devait arriver, mais c'est que c'est la chance qui a souri à ceux qui se retrouvent en finale. Sinon, toutes les équipes vraiment ont montré leur talent et leur sérénité. On va aller au second sujet. Nous parlons du Sénégal.
Le Sénégal est éliminé, mais le Sénégal fait parler de lui sur le continent parce que Macky Sall plonge le pays dans une sorte d'impasse politique. Les Sénégalais, le 25 février prochain, en principe, devraient aller aux urnes pour le premier tour de la présidentielle. Mais en principe seulement, puisque le président Macky Sall a décidé, il a pris un décret présidentiel pour reporter l'élection présidentielle. Ensuite, le Parlement s'est réuni à l'exclusion de l'opposition pour confirmer donc le report et surtout le maintien de Macky Sall au pouvoir. Désormais, le premier tour de la présidentielle doit avoir lieu le 15 décembre 2024. L'opposition s'organise. Ce vendredi même à Dakar, des tentatives de manifestation ont eu lieu, ont été dispersées par la police. Louis Kamako, quand on regarde aujourd'hui le Sénégal, tradition démocratique qu'on connaît à ce pays, est-ce que Macky Sall est en train de, j'ai envie de dire, de retourner ce pays à l'époque de Mathusalem? Tradition démocratique, je pense que tout cela, c'est à relativiser parce que ce qui se passe au Sénégal, c'est une démocratie de façade. C'est vrai que vous pouvez me dire que ce pays-là fut le premier à introduire le multipartisme, la liberté d'expression et tout ça. Mais quand vous voyez, quand vous questionnez l'histoire, je pense que vous me donnez raison quand je dis que c'est une démocratie de façade. Parce que, souvenez-vous, savez que c'est pas, on ne comprend pas. C'est quelle démocratie qu'à chaque fois qu'il y a élection, il doit y avoir une crise post-électorale. On a vu ce qui s'est passé avant que Macky Sall même n'arrive au pouvoir avec Abdoulaye Wade qui avait des ambitions de modifier la Constitution et tout avec des manifestations qui ont eu lieu ici et là. Donc je pense qu'aujourd'hui l'histoire se répète malheureusement. Donc je pense que dans une démocratie normale, c'est des choses en réalité qui ne doivent pas se passer. Maintenant, est-ce que Macky Sall est en train de replonger le Sénégal dans une triste histoire? Bon, je suis tenté de vous répondre par l'affirmative parce que ce qui se passe est tellement déplorable parce que on a l'impression que Macky Sall joue à la témoin et donc il est pris par le temps et donc il veut justement sauver les meubles et de la mauvaise des manières et ça justement traduit en quelque sorte son intention. En fait, c'est que ça donne raison à ceux qui pensaient qu'il avait justement l'intention de se représenter pour un troisième mandat. Parce qu'il se passe là-bas au Sénégal, c'est-à-dire que Macky Sall à un moment donné a remarqué que le candidat qu'il a positionné, Amadou Ba, qui est son premier ministre, très impopulaire. Voilà, justement après sondage, il a remarqué que ce choix-là ne va pas l'avantager. Et donc, il veut certainement que ces allois lui soient en fait protégés. Donc, rapidement, il a fait des tractations juste pour annoncer en fait le report de cette élection-là. Donc, c'est un jeu purement politique, mais en le faisant, je pense qu'il est en train de violer. Je pense qu'on en reviendra certainement là-dessus. La charte en fait le protocole additionnel de la CEDEAO sur la bonne gouvernance, la charte africaine. Et pourtant, ce sont eux qui donnaient des leçons de démocratie aux autres pays. Ouais, c'est là où ça fait mal. Oui, c'est là où ça fait mal. Et donc, c'est là où ça fait mal. Et puis, c'est là où ils donnent raison en fait aujourd'hui au Burkina Faso, au Mali et au Nigeria qui forment aujourd'hui l'alliance, le Niger qui forme aujourd'hui l'alliance des États du Sahel. Et je pense que tout récemment, le jeune capitaine Ibrahim Traoré disait que les civils, c'est-à-dire ces présidents-là de la CEDEAO, sont plus poutistes que eux, les militaires qui sont au pouvoir. Et donc aujourd'hui, les faits nous donnent raison que en fait ceux qui sont là, les militaires qui sont au pouvoir, ont des ambitions pour leur pays, mais ceux qui sont là, qui se disent démocrates en réalité, ce sont des loups, mais qui se déguisent en fait en agneaux. Et donc Macky Sall aujourd'hui nous donne la leçon. Souvenez que Macky Sall a été désigné médiateur dans la crise burkinabèse. Ça c'est quelle antinomie ça? C'est-à-dire que vous reprochez à votre voisin ce que vous-même, vous êtes à même de faire. Et là, il est face à l'histoire et je pense qu'il est démasqué. Et je ne sais pas comment est-ce qu'on peut l'expliquer à fond. C'est pour ça que je suis parfois tenté de donner raison à ceux qui pensent que la CEDEAO, c'est un groupe de syndicats, des chefs d'État qui s'entraident en fait, qui sont solidaires dans le mal, c'est-à-dire que dans la modification des tests constitutionnels, dans leur volonté en fait de faire un coup d'État
constitutionnelle et institutionnelle. Et je pense qu'aujourd'hui, on en est là avec le président sénégalais Macky Sall. Dominique Lacmon, beaucoup n'ont pas compris ce qui s'est passé au Sénégal. Parce qu'une élection présidentielle, c'est pas un tremblement de terre. C'est prévu, il y a des délais, tout est mis en place, organisé. Les candidats avaient déposé leur dossier, donc ça veut dire du côté du Conseil constitutionnel, des institutions, tout était en train d'être mis en place pour l'organisation. Et puis patatras, Macky Sall stoppe le jeu. Quelle mouche l'a piqué? D'accord, c'est par là même qu'il fallait commencer, parce que, vous savez, en politique, il n'y a pas de la moralité, hein, c'est l'intérêt politique qui compte dedans. Et Macky Sall, qui, comme l'a dit lui, était pris en étau entre ce phénomène de l'impopularité de celui-là qu'il a proposé comme candidat. Maintenant, il fallait chercher des braises sur lesquelles il faut jouer. Donc, c'est l'opposition sénégalaise qui a donné cette brèche à Macky Sall de s'appuyer sur ça pour pouvoir atteindre son objectif. Qu'est-ce qu'elle a fait, cette opposition? Je reviens. Après les candidatures, il y a eu des listes des candidats. Les gens ont déposé leur candidature. Et la Cour constitutionnelle a confirmé et invalidé d'autres candidatures. Donc, je pense qu'il y a une partie de l'opposition qui a porté le test le PDS en l'occurrence. Voilà, du fils du président Karim Wade, de vouloir asseoir, reporter même l'élection pour se pencher sur les qualités, c'est-à-dire que c'est sur quoi on a de revoir les qualités des candidats pour lesquels lui-même il a été écarté de cette élection. Et on accusait deux juges du Conseil constitutionnel de corruption. Et l'opposition, voilà, c'est-à-dire que l'opposition même s'est montrée à un moment défaillant, et cette opposition encore dit qu'il y a eu corruption de justice. Aujourd'hui, Macky Sall dit d'accord. Il y a l'Assemblée nationale qui a été saisie pour clarifier les affaires sur les dossiers de candidature. Les juges sont en train d'être décriés comme corruption. Donc, je veux qu'on puisse revérifier tout ça là. Parce qu'il ne faut pas... dans quoi? Qu'est-ce qu'il donne comme argument? Il veut organiser une élection qui n'exclut personne. Mais maintenant, si Macky Sall passait en force en organisant cette élection, il y aura des gens qui vont dire non. On a écarté telle personne pour pouvoir peut-être favoriser la candidature ou bien le candidat du pouvoir qui est le Premier ministre de Macky Sall aujourd'hui. C'est pour dire que mais tout n'est pas blanc. C'est vrai que Macky Sall est en train de faire fausse route, mais fausse route a été vu. C'est l'opposition qui a même créé et qui a prêté le flambeau pour que Macky Sall puisse arriver à son objectif. Et c'est ce qu'on est en train d'observer au Sénégal. Aujourd'hui, veut dire que Macky Sall lui-même n'était pas dans les dispositions d'organiser les élections à temps? Non, mais est-ce qu'il n'était pas dans les dispositions d'organiser? Moi, je me disais, si l'opposition n'avait pas demandé d'annuler même de surseoir quand même les procédures électorales pour se pencher sur les dossiers de candidature et puis s'attaquer directement au juge de la Cour constitutionnelle. Vous voyez, c'est comme on fait deux choses à la fois. Moi, je ne suis pas en train de dire que ce que Macky Sall est en train de faire là est bon, mais c'est que quand on participe à une élection, il ne faut pas se prêter à un jeu où l'opposition a tendance à jouer sur les deux côtés. Si sur un autre côté ça ne marche pas, on joue ici. Macky Sall aurait continué à organiser cette élection. Cette même opposition va vous dire que non, Macky Sall a écarté des candidats emblématique pour faire élire son candidat. Macky Sall n'est pas... l'autre, la Karim Wade, a été écarté, et l'autre, comment j'ai oublié ça? Sonko, et les autres candidats également écartés. Mais aujourd'hui, s'il est dit, laissons, moi j'aurais voulu qu'on l'écoute pour voir à quoi Macky Sall veut arriver. Est-ce qu'il veut vraiment redonner la candidature de Ousmane Sonko ou de Karim Wade, tous ceux-là qui ont été écartés, pour que tout le monde puisse entrer en jeu politique? Bon, peut-être ça serait aussi une action salutaire. Aujourd'hui, on commence par tirer sur lui, tapoter et tout ça. Bon, moi, je sais pas ce que les gens veulent dans la politique, mais on ne fait pas la politique avec les émotions et avec les sentiments. Et quand ton adversaire demande une fois, tu l'exploites pour
pour atteindre un objectif. Oui, mais le problème, aujourd'hui, il a parlé de l'implication de la CEDEAO. C'est vrai, nous aimons trop tirer... On va revenir sur le cas de la CEDEAO à la suite, mais vous savez que Macky Sall, son mandat doit finir le 5 avril prochain, si mes dates sont correctes. Et il y a quelques années, lui-même, il disait que la constitution sénégalaise ne prévoit aucune disposition pour que lorsqu'un président arrive en fin de mandat, il puisse faire une seule journée de plus. C'était ses propres mots. Et j'ai envie de dire, fort de cela, pourquoi crée-t-il cette instabilité institutionnelle et politique aujourd'hui? Oui, parce qu'il ne veut pas quitter le pouvoir. Parce que, d'abord, souvenez-vous que Macky Sall est venu au pouvoir, le mandat c'était le septennat au Sénégal, il a modifié, c'est devenu quinquennat, 2 mandats. Et puis, après, bon, il a essayé de changer le visage du Sénégal. En fait, quand vous allez à Dakar, il y a beaucoup de choses qui sont, en fait, beaucoup d'infrastructures qui ont été mises par Macky Sall, en fait, lors de ces 2 mandats. Tout ça, bravo à lui. Mais après, il a également des projets. Parce que quand vous voyez en 2025 où va démarrer l'exploitation du gaz naturel, du pétrole, Macky Sall voit également que lui ne va pas vouloir labourer le champ et que quelqu'un viendra en fait récolter le fruit à sa place. Donc c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il fait tout pour se maintenir au pouvoir. Maintenant, si Dominique nous dit que l'opposition a prêté le pan, je dis non. Parce que quand la question a été posée sur le réexamen ou bien la réexamination en fait, des dossiers de candidats, Macky Sall a été clair là-dessus en disant que en fait, les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d'aucune voie de recours. Et donc ça veut dire que dès que le Conseil constitutionnel statue, ces décisions sont irrévocables, sont irréversibles et sont inattaquables en fait. Donc c'était ça. Et donc on est dans cette logique-là et tout le monde se préparait justement à aller à ces élections. Mais je ne crois pas que tout le monde se préparait. Macky Sall même, et en fait faisant partie, en fait étant un pionnier de la CEDEAO, c'est que il y a ce protocole additionnel là qui interdit au chef, qui interdit à tout gouvernement de toucher au texte constitutionnel à 6 mois des élections. Et donc ce qu'il fait, il sait que ce qu'il fait, c'est un coup d'État constitutionnel. Maintenant, quand vous évoquez l'Assemblée nationale, je suis désolé, parce que vous avez vu la manière dont le texte même a été adopté à l'Assemblée nationale. Les députés de l'opposition ont été extirpés de la salle par les forces de l'ordre et de sécurité. Nulle part ailleurs, ça ne s'est jamais démarré. Le Sénégal est le premier à nous faire cette scène-là horrible. Et donc, je pense qu'on ne peut pas défendre ça. Tout ce qui se passe là-bas, c'est un imbroglio, c'est un tohu-bohu indescriptible. Et quand c'est un désordre, c'est difficile en fait de l'expliquer. Maintenant, on peut peut-être se masturber intellectuellement en disant que tout cela se passe parce qu'il y a une mauvaise foi, il y a cette démagogie du président, parce que Samuel, tu le disais tout à l'heure que la constitution, Macky Sall disait que la constitution sénégalaise ne prévoyait pas que on fasse en fait un jour de plus sur son mandat. Mais aujourd'hui, il nous fait le contraire. Ça veut dire tout simplement que c'est la démagogie, c'est la supercherie de la part de ce président-là que moi, économiquement, j'ai apprécié. Maintenant, aujourd'hui, il montre à la face du monde qu'on ne peut jamais avoir confiance au président. C'est-à-dire qu'aux politiques, surtout que les politiques contemporaines que nous avons. Et quand on sait que Macky Sall a été un opposant radical à Abdoulaye Wade, et tout ce qu'il dénonçait, ou bien tout ce qu'il faisait, tout ce qu'il fait aujourd'hui, c'est des choses en fait qu'il reprochait à l'époque à Abdoulaye Wade. Donc quand des choses comme ça, quand des choses se passent comme ça, je pense que ça couvre le continent d'opprobre. Parce qu'ailleurs, on le dit souvent, les faits sont têtus. Tout ce qui se passe, tout ce qu'on fait, c'est-à-dire que nous reviendra toujours en face. Donc, je pense qu'aujourd'hui, le président, en fait, sénégalais, a peut-être tué le peu de crédit qu'on peut accorder en fait, aux politiques africains. Dominique Lacmois, est-ce que vous pensez qu'au travers de cette décision, Macky Sall essaye aussi finalement de rabattre les cartes? Non, mais comment rabattre les cartes? Oui, ça dit parce qu'on est là. Si les choses en restent comme ça, on est parti pour décembre 2023 pour le premier tour. Est-ce qu'on va devoir rouvrir les candidatures? C'est ce que j'appelle rabattre les cartes. Oui, mais c'est son objectif.
Il dit ça permet quand même il y a une commission. De son côté, il va se chercher un autre dauphin. Non, mais bon, c'est là, en réalité, c'est là-bas, il fallait attendre pour voir est-ce qu'il va partir avec son même candidat ou il va devoir changer un autre. S'il le fait, là, on va se dire, mais en réalité, Macky Sall n'était pas prêt avec le candidat présumé, le remplacer à la fin de son mandat. Moi, je suis en train de le voir. Ce report-là, en réalité, dans les arguments que Macky Sall donne en reportant, et la date des élections, nulle part ne figure que son candidat n'était pas prêt, bien c'est son parti qui n'était pas prêt. Pourquoi le prêter Non, mais ça, c'est quelque chose qu'il ne peut pas dire. Non, mais attends, ça, c'est l'ineffable, en fait. N'oubliez pas qu'il le fait aussi avec la bénédiction d'une partie de l'opposition qui l'accompagne. Le PDS a toujours fait le jeu de Macky Sall selon non, mais ce n'est pas ça, c'est ça aussi la politique. Et ils estiment que ce report arrange pour qu'on puisse se pencher finalement sur la candidature du dossier, surtout que Karim Wade a été écarté pour une affaire de nationalité, tout ça, et où il estime qu'il a eu à renoncer la nationalité française il y a longtemps. Donc c'est tout ça. Et puis également la candidature de Sonko. Il faut revoir les cartes. Donc comme tu l'as dit, effectivement, je pense que si il arrivait, bon, on ne sait pas comment les choses vont évoluer. Il va revenir sur parce que Macky Sall c'est quelqu'un qui quand même qui a ce sens de revenir, de pas aller et de revenir en arrière, parce que entre temps on lui prêtait déjà quelqu'un qui devait être candidat. Il était tout prêt à poser sa candidature, mais à la dernière minute il dit qu'il n'y va pas. Donc il respectait la Constitution et l'opinion nationale et internationale lui-même se voyait légitimement au 3e mandat, mais par conscience, il s'est dit qu'il ne va pas se présenter. Aujourd'hui, peut-être qu'il peut revenir en arrière, mais si il ne vient pas en arrière, ça veut dire qu'avec ces commissions qui ont été créées à l'Assemblée nationale pour pencher sur cette question, on attend à la fin pour que... On attend de voir si les objectifs pour ce report vont être atteints ou pas. Pendant ce temps, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, a fait monter le ton, demande donc aux autorités sénégalaises de revenir donc sur le calendrier, de respecter la Constitution. La question qu'on pose, la CEDEAO doit-elle prendre ses responsabilités aujourd'hui? Est-ce que ce n'est pas finalement, Louis Kamako, la situation sénégalaise qui montre aussi les inconséquences de la CEDEAO finalement? Oui, mais bien avant d'arriver là, je pense que sur la question, est-ce que Macky Sall est en train de rabattre les cadres, je suis tenté de te répondre comme ça par un oui. Mais il le fait de la plus mauvaise des manières. Et parce que vous le disiez que Karim Wade a toujours fait le jeu de Macky Sall. Et donc il sait qu'en prolongeant, en fait, la sanction infligée à Karim Wade va arriver à terme, c'est-à-dire va finir par expier en fait sa peine. Et du coup, il sera remis dans la course. Parce que comme on le disait, comme je le disais tout à l'heure, Amadou Ba aujourd'hui ne fait pas le poids. Et donc, c'est un manque à gagner pour Macky Sall aujourd'hui qui veut justement que, après son départ, il y a toujours un regard en fait dans la chose, en fait dans ce qui se passe en fait au Sénégal. Maintenant, je pense qu'on l'a toujours dit, en le faisant, il crée de l'instabilité politique, il crée de la crise sociale en fait au Sénégal. Et parce qu'on l'a dit, l'annonce a été faite à la veille du démarrage de la campagne. Et des gens, certains leaders d'opposition étaient même déjà sur le terrain en train de faire des campagnes. Ils ont engagé des dépenses pour ça. Donc je pense que tout cela va au-delà de ce qu'on au-delà de ce qu'on est en train de dire. Je pense que c'est l'économie sénégalaise qui va porter un coup à l'avenir. Parce que des budgets ont été consacrés à ça. On sait comment les élections se passent en Afrique. Les gens s'en vont jusqu'à faire des prêts. Les gens ont fait des prêts. Les gens ont alloué des budgets conséquents pour ces élections-là qui, malheureusement, a été reporté. Maintenant, sur la CEDEAO, je pense que le scénario ou bien le cas Sénégal urisse le visage de la CEDEAO. C'est-à-dire que cette CEDEAO-là qui est souvent inactive face au coup d'État constitutionnel, parce que c'est de ça qu'il est question ici. C'est-à-dire que quand, à la veille d'une présidentielle ou bien à la veille du démarrage d'une campagne présidentielle,
un chef d'État se lève tout seul. Et je rappelle que le décret même qui a été signé, et le décret qui a été élu n'a pas été co-signé, parce que Amadou Ba, qui est le Premier ministre, devait également apposer sa signature. Cela n'a pas été le cas. Donc ça a été une action solitaire de la part du président Macky Sall. Et donc ça veut dire que tout cela, tout est fait dans la violation, en violation flagrante en fait des tests que le peuple sénégalais s'est donné. Donc tout cela utilise, comme je le disais aujourd'hui, la passivité de la CEDEAO face au coup d'État constitutionnel. Et justement, la réaction de la CEDEAO, on l'a vu, et moi ça ne me surprend pas, je m'attendais justement à cela, à ce communiqué laconique là, dans lequel elle dit qu'elle prend acte en fait du report décidé par la suite d'appeler en fait au dialogue. Donc c'est ça la CEDEAO malheureusement. C'est-à-dire que quand il s'agit des coups d'État constitutionnels, elle ne dit rien, mais c'est quand il s'agit des coups d'État militaires qu'elle se montre très friande et puis elles infligent en fait les sanctions traditionnelles en fait au pays. Maintenant, je pense que ça on ne le dira jamais assez. Il y a un président qui a été clair là-dessus. Il disait que la CEDEAO n'a pas grand-chose, hein, mais donc ça veut dire qu'eux-mêmes ils savent que ce n'est qu'un regroupement des gens qui ne peuvent pas se dire certaines vérités, des gens qui malheureusement se rivalisent en termes de longévité au pouvoir, en termes de durée de mandat. Donc cette institution-là n'a rien servi, que ce soit la CEDEAO ou l'Union africaine et tout. Je pense que c'est des institutions, entre guillemets, qui ne servent que ceux qui sont membres. Comme disait l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo, la seule chose bonne dans la création de la CEDEAO, c'est sa création. Voilà. Je vais aller à la pause et on revient dans 10 minutes. On continue de parler de ce